S'intéresse aujourd'hui à cette commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur nos jeunes. Après les influenceurs, c'est au tour maintenant des dirigeants du réseau social d'être interrogés, inquiets de l'emprise et de l'évolution de l'application sur les plus jeunes. Les députés français questionnent les différents acteurs. Une séquence, on l'a vu, ce mardi sous haute tension en raison évidemment des enjeux. On va en parler avec vous, Jean Catan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique. Vous avez vous-même été auditionné, je crois, au début du mois par la commission d'enquête sur ces effets. On va regarder quelques images, voir ce qu'a donné justement les questions de ce matin. On voit cela avec Olivier Fessol et puis on en reparle juste après. Regardez. Les représentants d'un réseau social chinois auditionnés par les députés français. Promotion de la violence et de l'anorexie ou encore cyberharcèlement, la commission d'enquête parlementaire s'intéresse aux effets psychologiques des usages de TikTok sur les mineurs. À la barre, les porte-paroles du géant numérique défendent leur modèle. Nos outils de modération sont très efficaces. Aujourd'hui, 80% des vidéos qui sont postées sur les plateformes considérées comme problématiques sont bloquées par nos algorithmes. Ce mardi, 5 créateurs de contenu de la plateforme ont été auditionnés par les parlementaires. Des influenceurs triés sur le volet pour leur ligne éditoriale jugée problématique. Adé Laurent, ancienne star de la télé-réalité devenue acteur pornographique, s'est défendu d'inciter son jeune public des réseaux sociaux à visionner ses vidéos pour adultes. Alex Hitchens, figure de proue du masculinisme en ligne, a lui mis fin au débat. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. L'audience est suspendue. Le temps de recontacter monsieur Hitchens pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. L'influenceur Nasdaq, connu notamment pour distribuer des billets en pleine rue lors de ses lives, s'est énervé quand la commission l'a interrogé sur cette pratique. Sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Tous les influenceurs auditionnés ont rejeté la responsabilité des dérives liées aux réseaux sociaux, aux gérants des plateformes et aux parents des utilisateurs. La commission d'enquête doit s'achever jeudi prochain. Elle devrait ensuite proposer des mesures concrètes sur la protection des mineurs et la régulation des contenus numériques. Voilà, on va donc aller plus loin avec vous, Jean Catan. Un mot de cette commission d'enquête parlementaire. Je disais tout à l'heure, vous avez été vous-même auditionné au début du mois. L'enjeu de tout ça, c'est quoi? C'est mettre en lumière un vieux problème et peut-être qui prend de l'ampleur avec le temps? Oui, qui prend de l'ampleur et mettre en face les remèdes appropriés. On est dans un cadre où l'Union européenne a déjà agi. Les États doivent pouvoir agir aussi en parallèle, en coordination avec les autres États membres et la Commission européenne. Ce type d'audition, en ciblant sur des questions particulières, des réseaux particuliers, permet justement d'identifier peut-être les remèdes qui s'appliqueraient à telle situation dans un cadre plus large défini au niveau européen. Les contenus qui posent problème, est-ce qu'on arrive à les évaluer aujourd'hui? Je dirais que plus que les contenus, c'est l'architecture du réseau social qui pose problème. Et là, il ne s'agit pas seulement de TikTok ou quoi, il s'agit des grands réseaux sociaux commerciaux dont tout le monde a les noms en tête. En fait, ces réseaux sociaux fonctionnent comme des boîtes fermées, on le dit souvent à propos de ces algorithmes, donc les clés de recommandation des contenus que vous voyez, mais au-delà, c'est-à-dire que ces réseaux sociaux ont pour seule ambition de capturer l'attention des utilisateurs et aussi de fermer toute capacité de toute personne tierce à proposer des innovations, des solutions qui pourraient amener à un dépassement des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Ce qui fait, et cela a été très bien identifié sur tous les continents, que l'on a une dégradation du mode de fonctionnement et du contenu qui circule sur ces réseaux sociaux. Alors le fait qu'on mette en lumière uniquement le réseau social TikTok aujourd'hui, c'est pas un problème en soi. On n'aurait pas dû voir plus large? En fait, c'est bien de voir réseau social par réseau social, public par public, question par question. Je pense que c'est une méthode qui peut être à respecter, c'est une méthode qui peut être explorée pour justement avoir ces discussions unilatérales à chaque fois avec les réseaux sociaux, même si une discussion bien plus large, et elle a lieu d'ailleurs, puisque les différents ministres concernés ont pu convoquer ces différentes plateformes dans différents exercices, et c'est un exercice qui est mené de manière assez régulière d'ailleurs. Mais il est bon parfois de prendre vraiment un cas précis et de s'apesantir un petit peu dessus pour voir quelles solutions et quels problèmes sont à résoudre. Alors on parle de TikTok. Aujourd'hui, le problème avec TikTok, s'il fallait résumer, parce qu'évidemment je comprends bien qu'il y a plusieurs problèmes, mais c'est quoi le principal problème? Alors, précédemment, le principal problème identifié était les liens que TikTok peut entretenir avec le gouvernement chinois, avec le Parti communiste chinois. Ça, c'était
un type de problème. Il a été abordé dans une autre commission d'enquête il y a quelques années maintenant. Et disons que là, aujourd'hui, le problème vraiment qui est à explorer, c'est la capacité du réseau social à capter l'attention des publics les plus jeunes pendant des heures et des heures et des heures. Ça fait partie des réseaux préférés des ados. Et là où vraiment il est intéressant de se pencher sur le cas de TikTok en particulier, c'est que TikTok mène la danse d'une certaine manière entre les différents réseaux sociaux. C'est-à-dire que le format selon lequel vous arrivez sur une vidéo courte, inspirée par une musique, une danse ou autre, qui s'est diffusée ensuite sur plein d'autres plateformes, ça vient de TikTok. Donc il faut reconnaître un rôle de leader dans l'innovation qu'il y a sur les réseaux sociaux à ce réseau social-là, et donc c'est pour cela que remonter à la source peut se justifier. Et donc une forme de responsabilité, c'est ça que j'entends dans ce que vous dites aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs aussi et c'est assez paradoxal, je dois le dire, parce que TikTok, dans la foulée, même c'était le lendemain de notre audition, et c'est précisément ce que l'on recommande au Conseil national du numérique, donc c'était assez intéressant, a publié un communiqué de presse disant qu'ils allaient mettre en place des paramètres que l'utilisateur pourra manipuler avec des curseurs pour exprimer son choix de ce qu'il veut voir à quel moment. Et ça, c'est quelque chose qui est de surface. Il ne faut pas se leurrer. Et ce n'est même pas encore applicable en France. Mais c'est intéressant de voir qu'un réseau social que l'on met sur le banc des accusés, pour ainsi dire, même si ce n'est pas ça le rôle d'une commission d'enquête, eh bien, quand on le prend comme ça entre quatre yeux, tout d'un coup, comme par hasard, il y a des choses qui se passent et il y a des crans qui bougent. Donc, avançons dans ce dialogue ferme, soutenu des autorités publiques vis-à-vis des réseaux sociaux, en les prenant s'il les faut entre les quatre yeux. Le responsable commercial TikTok France et Benelux, qu'on entendait à l'instant dans le sujet, dire voilà, les contenus problématiques, ça représente à peu près 1% des vidéos postées. On sent quand même qu'il y a une volonté de minimiser l'ampleur de l'impact sur les jeunes aujourd'hui. Oui, non, et puis surtout, il ne faut pas se leurrer là non plus. Et c'est là où il faut amener à la table de la discussion beaucoup d'autres personnes, dont le monde de la recherche, dont la société civile. Puisque ce qu'on voit est très très clair en réalité. C'est que ce que l'on voit justement sur les réseaux sociaux, ce n'est que ce que le réseau social nous montre. Donc le sujet, c'est pas tellement de savoir ce que vous ou moi on va poster, c'est le sujet de savoir ce que le réseau social va nous montrer. Si vous regardez l'ensemble des vidéos qui sont par exemple sur un autre réseau social comme celui de YouTube et qui a fait l'objet d'une enquête assez approfondie de l'université de Massachusetts, donc c'est que en réalité nous voyons, vous et moi, 0,0001% de ce qui est publié sur YouTube, sur les 14 milliards de vidéos. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, comme le dit la dirigeante de YouTube, vous ne voyez que ce que l'on vous recommande. Et donc, le fameux algorithme qui vous suggère des contenus. Donc c'est là où, je veux dire, il faut sortir aussi d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on limite la qualification d'éditeur responsable du contenu qui est vu sur les réseaux sociaux à précisément la personne qui édite ce contenu. Donc par exemple, le créateur de contenu qui a été auditionné, c'est lui vraiment qu'on va considérer comme responsable de l'éditorialisation de son contenu, et donc on a tendance à se tourner vers eux. Or, si l'on considère que le réseau social fait en sorte que ce qui n'est vu n'est que ce que lui montre réseau social, à ce moment-là, il y a une politique éditoriale qui est complètement assumée du côté du réseau social. Et je pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui à penser l'élargissement de cette notion d'éditeur associé à un régime de responsabilité beaucoup plus important pour ces plateformes particulières qui ont une très grosse influence sur le contenu qui est produit et qui est vu par les utilisateurs. Donc c'est de cette hypocrisie-là dont il faut... On vous sent remonter en tout cas. Là, sur ce sujet, pardon, ça se sent peut-être dans le ton de ma voix aussi, mais vraiment, je pense que on prend le problème parfois sous l'angle du contenu, pour revenir à votre question, mais il faut bien voir toute la forêt qui se cache derrière chacun des influenceurs. Et en réalité, ce qui se cache derrière, c'est l'architecture, c'est le pouvoir du cadre technique dans lequel on va s'inscrire en tant que personne. Parlons des influenceurs, parce qu'on entend depuis le début de ces auditions, chacun se renvoie la balle, renvoie la responsabilité aux parents, aux responsables de TikTok, aux influenceurs qui, eux, ont été auditionnés mardi. J'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Il y a quelques extraits qui ont été largement diffusés dans les médias parce que... parfois un peu choquant, notamment cet influenceur qui coupe la ligne alors qu'il est auditionné par des parlementaires. Il doit répondre aux questions des députés. Il y a aussi Adé là, qui s'exprime et qui dit moi, c'est aux parents de faire la police en fait, derrière et de voir qui regarde ou pas mes contenus. Pourquoi est-ce qu'on se renvoie la balle tous les uns les autres comme ça ? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, on n'a pas de cadre de régulation. Ce qu'on a au niveau européen, on l'a appelé régulation, mais en réalité,
Quand on vient du monde de la régulation économique, vous savez, ce monde où on régule les opérateurs télécoms, les opérateurs de l'énergie, en réalité, pour que ça marche bien, vous avez besoin d'une autorité qui est là pour rassembler tout le monde autour de la table, qui est là pour mettre les problèmes sur la table et faire dialoguer l'ensemble des acteurs sur l'identification des remèdes. Et elle n'existe pas, cette régulation, elle est fictive aujourd'hui ? Non, cette régulation, en réalité, c'est de dire, vous devez faire ci, vous, plateforme. Et ensuite, on va voir si vous avez bien fait. Non, ce n'est pas ça une régulation. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais de la compliance. On va s'assurer qu'ils ont bien tout mis en œuvre pour que, et nous, autorité publique, on intervient en second rideau. Mais non, en réalité, nous avons besoin d'une autorité publique qui n'est pas là pour être juste du contenu, mais qui est là pour assurer un cadre dans lequel les acteurs doivent absolument porter des remèdes aux problèmes qui sont identifiés. Alors, parmi ces influenceurs qui ont été interrogés, il y a Nasdaq, je crois, qui a été questionné et qui a dit... bonne chance si vous voulez limiter les effets de TikTok. Ça a pris une telle ampleur. Lui-même reconnaît que ça va être compliqué, voire impossible. Mais je pense que le problème est reconnu par absolument tout le monde. Les personnes auditionnées, les parents, les députés, tout le monde. Le problème est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore mis sur la table les remèdes que l'on appelle structurels. C'est-à-dire ceux qui vont vraiment toucher au modèle économique et à la structure, à l'interface des réseaux sociaux. Pensez par exemple qu'aujourd'hui, ça peut vous paraître évident et ça peut paraître évident à tout le monde de se dire mais il n'y a qu'une application pour accéder à TikTok. En réalité, cela n'est pas du tout naturel. Ce n'est pas normal, en réalité. Ce n'est pas normal que TikTok ait un monopole sur son application. Il pourrait y avoir plein d'autres applications pour accéder au contenu de TikTok. Et du coup, des applications dans lesquelles vous avez d'autres modes de contrôle de l'algorithme, d'autres modes de protection des mineurs. C'est ce que l'on a connu dans toute l'histoire d'Internet et qui aujourd'hui est complètement bloqué du fait du monopole des réseaux sociaux sur l'ensemble de leurs fonctionnalités. Essayez de chercher un contenu approprié à travers la barre de recherche sur un réseau social, vous n'y arriverez que peu, parce que ce n'est pas l'intérêt du réseau social que vous y arriviez par vous-même. On a entendu les propositions du Premier ministre suite au drame de Nogent en Haute-Marne, cette surveillante qui a été poignardée. Suite à cela, François Bayrou a proposé d'interdire la vente de couteaux aux mineurs. Le président a emboîté le pas et a dit « Moi, je veux carrément aller plus loin, je veux interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. » Vous dites quoi ? Bonne idée ou démago ? Non, c'est une question qu'il faut absolument mettre sur la table et de toute manière, comme cela a été suffisamment rappelé, nous avons tout un cadre légal qui va déjà depuis très longtemps dans cette direction-là en matière de droit des données personnelles. Normalement, c'est déjà le cas. Si vous avez entre 13 et 16 ans selon la loi des États, vous n'avez pas le droit de donner votre consentement pour l'utilisation de vos données personnelles tout seul. Vous êtes censé avoir l'accord de vos parents. Maintenant, c'est un cadre qu'on a laissé un petit peu de côté, aussi bien en matière de traitement des données personnelles que de contrôle de l'âge sur l'accès à certains contenus. On sait comment ça se passe, sous ça, donner l'accord, oui. Il suffit de cocher une case. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui sont sur la table différentes solutions techniques, mais au-delà de ça, bien évidemment, tout le monde est d'accord pour le dire, parce que je pense que c'est l'objet d'à peu près 95% des propos tenus dans cette commission d'enquête. C'est-à-dire, ça ne suffit pas, évidemment. Tout le monde en est parfaitement conscient. L'objet, justement, qui est mis sur la table, c'est un objet technique. Cet objet technique, il y a un moment où nous devons aussi prendre de la distance par rapport à lui pour nous interroger sur nos relations, sur l'espace public, sur la place que l'on laisse, par exemple, aux jeunes pour tisser des relations, pour poser des questions, pour s'interroger, pour ouvrir tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur. Et ces espaces-là, je ne suis pas sûr qu'ils existent pleinement dans une société où, c'est vrai, le numérique a pris beaucoup de place. Donc pensons un petit peu aussi en dehors de l'outil. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et là, on s'adresse évidemment aux parents. Notamment, il faut prendre de la distance vis-à-vis, alors pas que de TikTok, mais des écrans, je crois. Nous-mêmes. Non, mais aussi de nous dire, OK, à côté de l'écran, où est-ce que j'ai envie d'investir ma relation avec l'autre ? Où est-ce que j'ai envie de porter mon attention à l'autre ? C'est très intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui fonde l'économie des plateformes et l'économie des médias, qui est le modèle économique de l'économie de l'attention. C'est-à-dire, c'est la capture de l'attention pour vous exposer à une publicité. Passons d'une attention à l'autre. Passons d'une économie où peut-être ce que l'on va valoriser finalement, c'est l'attention que l'on va porter. Comment on fait ? Parce que là, c'est compliqué. Quand on voit qu'en CP, des municipalités offrent des tablettes aux enfants qui apprennent à lire et à écrire, quand on voit des enfants de moins de 2 ans qui n'arrivent pas à tenir un regard dans les yeux parce que déjà trop confrontés aux écrans, ça paraît quand même mal engagé. C'est très intéressant que vous citiez le cas des municipalités. On a des élections municipales d'ailleurs dans pas longtemps. Je pense que penser les espaces de l'espace public qui sont dédiés parfois aux enfants. Quand on va dans une rue aux enfants, certains cafés des enfants organisent des rues aux enfants. Vous ne voyez pas un téléphone portable dans une rue aux enfants. Personne ne se pose la question de sortir son téléphone. Enfin, c'est pas le lieu. Pourquoi ? Mais parce qu'on revient sur cette question du cadre.
en fait, cette architecture. C'est-à-dire que dans une rue aux enfants, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place une architecture qui est à même d'accueillir des échanges entre enfants, entre adultes. On est tourné vers autre chose que son écran, on est tourné vers la vente de gâteaux, on est tourné vers la petite brocante, on est tourné vers le char que les enfants de l'école d'à côté ont fait, et il se passe autre chose. Si on ne crée pas ces espaces-là, si on continue à faire des no-kid zones, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on parlait de ces espaces un petit peu privés d'enfants, où on veut mettre les enfants dehors. Qui prennent de l'ampleur en Europe. Qui prennent de l'ampleur, et aussi on peut s'interroger aussi sur l'autonomie que l'on peut laisser à son enfant dans la ville. Ça, c'est une question qui est très souvent posée. Un article du Monde récemment posait la question « Où sont passés les enfants des villes ?» Si on n'adresse pas cette question-là, si on ne se pose pas la question, par exemple, du télétravail et du travail que les parents doivent amener à la maison, à regarder les notifs du travail, parce que ce qu'on regarde beaucoup aussi, nous, en tant que parents, c'est les notifications des messages du travail. Sauf que nos enfants, eux, nous voient voir l'écran. Voilà, exactement. Donc, on crée de la technoférence, et ça, c'est peut-être encore pire. Que va penser un enfant? Et moi, mon message, c'est surtout pas de culpabiliser les parents. Je sais qu'on est pris dans une relation qui est... La définition même de la relation de travail, c'est la relation de subordination. C'est le cœur même de la définition légale du travail. Donc, à partir de là, comment culpabiliser des parents? Vous avez des conseils? Parce que tout ça, évidemment, est très concret, ça parle à tout le monde. Comment on fait pour se dégager de son téléphone, de sa boîte mail? Deux types de conseils. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le télétravail et le travail à la maison, on en a fait une question qui est pour beaucoup individuelle. C'est une question qui doit être collective. C'est-à-dire que le sujet numérique au travail doit intégrer le dialogue social au travail. Et ça, on a les outils dans la loi pour le faire. Et c'est tout à fait sensé de se dire, OK, on va prendre un petit temps pour mettre en commun nos règles, nos contraintes sur nos usages numériques en lien avec le travail. Et déjà, ça enlève une pression. On se dit que c'est pas grave de laisser son téléphone de côté parce que on n'a pas à répondre à son patron ou à son collègue à telle ou telle heure. Ça, c'est une première chose vis-à-vis du travail. Ensuite, vis-à-vis de toutes ces questions, puisqu'on a parlé beaucoup de sites pornographiques et que certains ont limité l'accès à la France, donc à certains de ces sites, eh bien, prenons le temps pour explorer ce qu'on appelle l'éveil à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. C'est tout un continuum qui aborde en fait la question de la relation à l'autre, la question de nos émotions. Et justement, nous, alors, hasard du calendrier, il se trouve qu'on est sorti des fiches pratiques, justement, pour être complètement concret sur cet éveil-là. Donc, vous trouverez ces fiches sur le site du Conseil national du numérique, qui sont à destination des parents, des enseignants, des victimes aussi. Ça, c'est très important. Vous dites, j'aime bien cette phrase, partout où il y a un écran, il faut redoubler de liens sociaux. Et affectif. Exactement. Il faut se reconnecter les uns aux autres. Porter attention aux liens que l'on a à l'autre, justement, à ce que l'on y met, à cette émotion, être capable ou non de l'exprimer avec un tel ou l'autre, ça c'est vraiment très très important.